Bien, je propose donc de démarrer ce webinaire. Clémentine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, On oui, oui, attaque? tout à fait. Allez. Très très bien. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue donc ici à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Caposiena. Donc, je suis ingénieur conseil en maîtrise de l'énergie et donc je serai accompagné donc aujourd'hui donc de Clémentine Corgier, qui est conseillère environnement donc à la CCI du Beaujolais, qui est donc le coordinateur donc de ce webinaire, ainsi que d'Olivier Zachary, qui est chargé d'affaires au CETIAT, qui est donc le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, donc qui sera notre intervenant de ce jour. Donc quelques slides maintenant pour en introduction de ce webinaire, donc pour vous présenter un petit peu l'origine, un petit peu de ces cycles. Donc les chambres de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes travaillent depuis bien longtemps sur les sujets donc, de la transition énergétique ainsi que de l'économie circulaire au travers différentes actions telles que vous pouvez les voir sur l'écran, Optime Déchets, l'action Prime et Optime Énergie, donc avec le soutien financier de l'ADEME, qui est donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc d'Optime Énergie, donc sont organisés donc ces webinaires qui sont gratuits pour les entreprises. Donc, et pour finir, donc on accompagne individuellement ou collectivement donc les entreprises pour les aider donc dans la mise en œuvre de leurs différents projets, donc avec différents services tels que des visites énergie, des pré-diagnostics flux ou des actions collectives type de management de l'énergie ISO 50001. Donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ou celui de vos différentes CCI territoriales. Donc concernant ce webinaire, quelques règles. Donc les micros des participants restent éteints et les questions que vous aurez à poser à notre intervenant peuvent se faire via la fonction que vous avez donc en bas de votre écran qui est chatter, donc c'est la fonction chat, et nous vous efforcerons donc d'y répondre à la fin de la présentation donc, du CETIAT. Vous pourrez, comme je l'ai dit en introduction, revisionner ce webinaire donc ultérieurement puisqu'il est enregistré. Voilà, donc je pense qu'il est temps de passer la parole donc à notre intervenant, que je remercie par avance. Et une dernière précision, donc à la fin de ce webinaire, dès que vous vous déconnecterez, donc vous aurez à répondre donc, à un petit questionnaire de satisfaction de quelques questions. Voilà, donc je passe la main donc à notre présentateur maintenant qui est Olivier. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien, donc bonjour à tous, Olivier Zachary, je suis ingénieur chargé d'affaires au CETIAT depuis une quinzaine d'années et à ce titre j'audite les sites industriels depuis tout ce temps et donc je vais vous parler aujourd'hui de la récupération de chaleur fatale en industrie. Un petit mot pour vous présenter un petit peu ce qu'est le CETIAT. Le CETIAT, c'est un centre technique industriel qui est partenaire des industriels qui sont dans la profession que nous défendons, que sont l'aérolique et la thermique. Le CETIAT est composé de 130 personnes avec 50 plateformes d'essai pour un chiffre d'affaires d'à peu près 14 millions d'euros. On organise cette année, l'année prochaine, en 2020, un colloque qu'on appelle FIRE, qui est dédié à la récupération de chaleur. Et donc, on vous invite à vous y rendre pour pouvoir échanger sur toute cette problématique. Et puis, donc, le CETIAT est spécialisé également dans l'optimisation des procédés industriels, où on fait de l'assistance à la mise en place de plans de comptage. On peut réaliser des audits énergétiques pour le compte des industriels. On fait des études de récupération d'énergie, des études d'accompagnement vers l'ISO 50001, et également des études de R&D en optimisation des procédés industriels. La récupération de chaleur fatale, je vais vous la présenter dans cette petite demi-heure. On va aborder quelques grands thèmes généraux qui sont les contextes et enjeux de la récupération de chaleur fatale. Où récupérer cette chaleur fatale? Que faire de cette chaleur fatale qui est récupérée? Comment la récupérer? Et puis donc, on abordera également l'audit énergétique. Et puis, je vous présenterai un exemple de réalisation en fin d'exposé
pour vous donner un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. La chaleur fatale, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une déperdition d'énergie thermique par un procédé industriel. Si vous prenez l'exemple de ce petit schéma que je vous ai mis, donc vous avez un combustible qui va brûler et qui va envoyer donc 100% de sa chaleur dans un process. Tout simplement, on va dire qu'en règle générale, on va retrouver 25 à 60% de cette énergie qui va partir directement aux fumées, aux oiseaux, comme on dit si bien, sans toucher le produit, sans passer par le produit. Donc, c'est vraiment de l'énergie qui est perdue. On va retrouver 3 à 10% de l'énergie en règle générale qui va s'échapper au niveau des sas, des ouvertures, des fermetures, si on prend le cas d'un séchoir par exemple. Nous avons également des pertes par les parois aux alentours de 3 à 10%. Nous avons également des pertes sur les convoyeurs, les systèmes de rentrée et de sortie des produits sur des fourchettes allant de 5 à 20%. Et donc finalement, on s'aperçoit que 20 à 40% de l'énergie qui a été délivrée par le procédé va réellement aller sur le produit et va effectuer l'opération qu'il doit effectuer. Et donc parfois, on rencontre que jusqu'à 80% de l'énergie est perdue, notamment si jamais les systèmes ont des mauvais rendements de transfert d'énergie entre le procédé et le produit. Sur cette énergie, tout n'est pas récupérable malheureusement. Si on reprend notre exemple, donc la consommation du combustible, notre pavé rouge, on s'aperçoit qu'il y a une énergie qui va servir réellement à la production, ça va être la chaleur utile, c'est elle qui va transformer le produit. Si on reprend le cas d'un séchoir, c'est l'énergie qui va servir à la montée en température du produit et à l'évaporation de l'eau. Et puis il y a une autre énergie qu'on appelle la chaleur fatale, justement, et cette énergie en fait qui est perdue par l'installation. Et donc il y en a une partie qui peut être valorisable et une qui sera définitivement perdue. Une partie qui est valorisable facilement, c'est ça qui peut être évité, déjà en faisant de l'optimisation, par une meilleure isolation, un meilleur transfert d'énergie, ce genre de choses. Une autre chaleur fatale, également, elle peut être récupérée en interne pour préchauffer le procédé ou pour aller sur un autre procédé voisin. Et puis une chaleur fatale également qui peut être valorisée en externe ou elle peut donner chez le voisin, donner entre guillemets bien sûr, délivrée au voisin ou une entreprise voisine, ou elle peut être transformée également en recréant de l'électricité ou. La consommation d'énergie liée aux activités des industries manufacturières s'élève à 315 TWh par an en France. Chaque opération dégrade en chaleur une partie ou la totalité de l'énergie qui est utilisée. Cette chaleur se retrouve donc dans les effluents, sous forme gazeuse ou liquide, et c'est généralement rejeté dans le milieu ambiant. Et simultanément, on s'aperçoit que d'autres flux sont utilisés sur les sites industriels, et donc les procédés ont besoin d'être réchauffés et consomment donc une part d'énergie dédiée à ces flux. Si on regarde un petit peu de plus près cette chaleur perdue, on s'aperçoit que 110 TWh, 110 TWh comparé aux 370, ça veut dire approximativement une trentaine de pourcents de l'énergie d'industrie, on s'aperçoit que 50% de cette énergie est à une température qui est supérieure à 100 degrés. Et donc, il y a quand même des choses très intéressantes et très importantes à faire pour pouvoir faire des économies et protéger un petit peu notre planète. Et donc, on s'aperçoit donc que 16% de la consommation industrielle pourrait être valorisée par la mise en place d'actions directement sur les procédés industriels. On s'aperçoit qu'en règle générale, le gros du gros va se situer de la récupération d'énergie dans la fumée des fours, dans les procédés industriels, au niveau des séchoirs et puis au niveau des fumées des chaudières de production de chaleur. Les principaux secteurs industriels concernés par cette récupération de chaleur fatale, ou dans ce premier cas, cette émission, sont la chimie, la plasturgie, l'agroalimentaire, le papier et la métallurgie. Pourquoi récupérer la chaleur fatale? Tout d'abord parce qu'il faut la valoriser, parce que c'est un enjeu stratégique pour l'industrie, un enjeu commercial éventuellement. Ça permet d'augmenter les performances énergétiques des procédés, et ce qui veut dire donc forcément des gains économiques pour l'industriel. Et puis ça permet de réduire les impacts environnementaux et donc de protéger la planète pour demain. Où est-ce qu'on va récupérer la chaleur fatale? Alors déjà, nous avons les procédés qui sont générateurs de chaleur par eux-mêmes. On va noter les appareils de la combustion, donc ils vont utiliser des énergies fossiles ou de la biomasse. On a également les appareils d'électrothermique, les pompes à chaleur, les systèmes de résistance électrique. Mais on va pouvoir l'utiliser directement. On aura des pertes sur ces postes-là, mais on va l'utiliser directement. Au niveau de la production et des fluides, en fait, on va avoir beaucoup de déperdition de chaleur.
On va la trouver beaucoup au niveau donc du process industriel. On parlait des séchoirs, des fours, ça peut être des bains de traitement de surface. Voilà, tous ces grands procédés sont fortement énergivores et on a beaucoup de déperdition de chaleur, ou du moins il y a beaucoup de chaleur qu'on pourrait récupérer de ces procédés. Dans le froid industriel également, on peut récupérer de la chaleur au niveau du froid industriel parce qu'il va falloir refroidir les compresseurs ou est-ce qu'on va travailler sur la désurchauffe des fluides frigorigènes. Pour la production d'air comprimé également, la production d'air comprimé, c'est un petit peu comme les forces motrices, c'est de l'électricité. Notre ami Lavoisier disait que tout se transformait, rien ne se gagnait et je sais plus ce qu'il disait encore, mais et rien ne se perdait également. Et bien c'est exactement le cas, c'est-à-dire quand vous envoyez 1 kilowatt électrique dans une machine, vous récupérez 1 kilowatt sous forme thermique, que vous le vouliez ou non. On fera une opération mécanique en même temps, mais toute l'énergie électrique va se transformer sous forme thermique. Et donc l'air comprimé permet doit être, en général, les systèmes d'air comprimé, les compresseurs sont refroidis par air et donc génèrent de nombreux kilowatts d'air chaud, qui peuvent monter jusqu'à 30, 40, 50 degrés. Et également donc les forces motrices. Quand on parle de forces motrices, ça peut être les petits moteurs d'entraînement, même si on est bien conscient que récupérer de la chaleur fatale sur les moteurs d'entraînement, ce n'est pas possible. Mais on pense surtout, dans la métallurgie, avec des gros cylindres qui vont aplatir, qui vont modeler des pièces métalliques ou autres, et bien qu'il va falloir refroidir par de l'huile ou autre. Dans les utilités également, on peut récupérer de la chaleur sur le chauffage et conditionnement des locaux. On pense notamment au VMC double flux ou autres procédés. Et puis dans la ventilation et captage des polluants, c'est beaucoup de chaleur fatale à récupérer. Je pense notamment lorsqu'on va travailler le bois, vous avez des systèmes de hotte ou de captage des particules, ce genre de choses. Toute cette air est renvoyée à l'extérieur et donc on pourrait le réutiliser pour venir au moins faire du préchauffage de locaux ou pour préchauffer une eau d'ECS ou autre. Le premier critère de qualification d'un rejet, c'est sa forme. On va déjà caractériser le rejet, s'il est liquide, gazeux ou s'il est diffus. Je vous ai mis en dessous un second critère d'importance, c'est son niveau de température. Donc la forme et le niveau de température et bien évidemment la puissance de disponible. C'est extrêmement important le niveau de température parce que vous imaginez bien que si vous avez une eau chaude qui est à 20 degrés et que vous avez 200 mégawattheures une puissance très importante, on ne va pas faire grand chose parce que le niveau de température est extrêmement bas. Donc c'est extrêmement important. Quelques exemples de niveaux de température de chaleur perdue qu'on va retrouver sur les compresseurs d'air. La température qu'on va pouvoir générer, c'est de l'air chaud entre 25 et 50. Sur les condenseurs de groupe froid, également entre 30 et 40 degrés. Le système d'effluent, le système de nettoyage, on pourrait récupérer de l'eau jusqu'à 30 à 50 degrés. Les tours aéro-réfrigérantes, ça va être de l'air à une trentaine de degrés. Pour l'air humide, en papeterie, en industrie agroalimentaire, on va avoir de la chaleur perdue, ça va être de l'air à 40-70 degrés. Voilà, on a vraiment des choses qui sont assez intéressantes. Il va falloir récupérer cette énergie pour la valoriser. Vous trouverez un petit tableau, un schéma récapitulatif sur le site de l'ADEME qui vous présente un petit peu en fait les niveaux de température qu'on peut obtenir par la chaleur fatale et de voir de quelle manière on va pouvoir les valoriser sur le site en fonction de si nous avons des rejets qui soient liquides, gazeux ou diffus. On peut avoir des niveaux de température qui vont partir de 30 degrés jusqu'à 60-70 degrés et puis les niveaux de température qui vont commencer à devenir plus intéressants à partir de 130 degrés et jusqu'à 600-700 degrés en fonction des procédés. Que faire de la chaleur récupérée? Donc, une fois la source de chaleur caractérisée et valorisée, il faut absolument trouver une application de valorisation. On en plaisante, on en rigole, mais souvent on est confronté à cette problématique, à savoir que on est capable de valoriser, de récupérer de la chaleur fatale, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc, premièrement, il faut privilégier une valorisation qui soit interne au procédé. Si je prends le cas d'un séchoir, par exemple, à mon extraction, je vais voir dans quelle mesure je ne peux pas réinjecter les buées ou une partie des buées, soit directement dans le procédé de séchage, soit pour préchauffer un air neuf qui viendrait alimenter ce séchoir. Si c'est pas possible de le faire directement de cette manière-là, l'idée c'est de valoriser un procédé qui soit voisin ou qui soit au sein de l'usine. On va privilégier également des applications qui nécessitent un besoin qui soit régulier. C'est extrêmement difficile de mettre en place des régulations lorsque la chaleur fatale générée
et n'est pas pérenne, a de grosses variabilités, que ce soit en température, en débit ou en puissance. On peut éventuellement envisager un stockage d'eau, par exemple, si on a besoin d'avoir des zones tampons. Si aucun besoin en chaleur sur le site aux températures désirées n'est disponible, et ben alors on va valoriser cette chaleur fatale, mais en passant par des procédés annexes. Donc on va faire soit une transformation mécanique ou thermique, soit on va utiliser des pompes à chaleur ou des chaudières pour créer du froid ou pour les relever en température. Toute la recherche de ces pistes de valorisation peut être étendue aux usines voisines ou aux collectivités. Par exemple, il y a beaucoup d'études qui sont menées aujourd'hui sur l'intégration de la chaleur fatale dans le réseau de chaleur urbain. Et donc, on constate qu'il y a pas mal de contrats à régler, d'aspects juridiques à mettre en place, mais que c'est souvent le fait d'un engagement fort des industriels, bien sûr accompagné par les CCI, les régions et autres, mais l'industriel joue un rôle clé dans ce genre de décision. L'efficacité énergétique passe toujours par l'audit énergétique. C'est extrêmement important. Ça nous permet de faire d'audit, de savoir qu'est-ce qu'on va rejeter comme énergie fatale et quels sont les besoins qu'on peut avoir sur le site ou sur les sites voisins. Comment récupérer l'énergie fatale? De différentes manières, selon le niveau de température et les sources disponibles dans l'usine. On peut trouver rapidement l'échangeur de chaleur, c'est le moyen le plus simple. On va dire que c'est une récupération qui est plus ou moins directe. La chaleur elle est transférée à un autre fluide par un système d'échange, donc l'échangeur RR, RO sont des systèmes des boîtes fermées avec des plaques où les fluides vont se croiser pour s'échanger les niveaux de température. On va également trouver des pompes à chaleur. Donc admettons que nous avons une température qu'il faut relever parce qu'elle n'est pas assez importante. On est à 40 degrés, il faut la porter à 50, 60 ou 80 degrés. Et on peut mettre en place une pompe à chaleur qui va permettre donc de réajuster un petit peu le niveau de température. Et donc on va gagner en fait toute la première phase qui montrait l'air d'une quinzaine de degrés jusqu'à une trentaine, une quarantaine de degrés. La machine absorption, qui est la même chose que la pompe à chaleur, simplement c'est l'inverse. Au lieu de créer du chaud, on va créer du froid. Les turbines et les machines ORC, donc c'est la cogénération. Pour faire simple, on va transformer l'énergie thermique en électricité et généralement en vapeur. Cette vapeur qui peut être donc utilisée sur le site comme vecteur d'air chaud pour alimenter des séchoirs ou des fours. Et puis l'électricité qui peut être soit réinjectée sur le réseau, soit utilisée directement sur le site de l'industriel. Oui, nous avons également une dernière possibilité pour récupérer la chaleur, qui est le stockage, lorsqu'on va travailler en 1/8, en 2/8, en 3/8, en fonction des modes de production. On a peut-être des besoins qui sont déconnectés de la production en termes horaires, et donc une phase de stockage avec changement de phase peut être très intéressante. Il y a pas mal de progrès qui ont été réalisés dans ce sens ces dernières années. Et je rappelle, c'est le niveau de température qui conditionne la méthode de valorisation à mettre en œuvre. Quelques exemples de procédés qui permettent de récupérer la chaleur. L'éjectocompresseur, la compression mécanique de vapeur. Pour faire très simple, c'est un peu la même famille. L'idée, c'est qu'on prend les buées, on vient les compresser. Et quand on parle des buées, c'est la chaleur fatale. On vient la compresser. Le fait de compresser un gaz dans un volume fini, ça le fait monter en température. Et donc, on peut utiliser cette augmentation de température dans le procédé qui en a besoin. On va trouver également tout ce qui est échangeur. Alors, il y a différentes catégories d'échangeurs, rotatifs, à spirale, cyclonique, à plaque tubulaire, en fonction des fluides, de l'encrassement, des niveaux de température, et ainsi de suite. Les cycles ORC, donc le cycle de Rankine, donc la cogénération, la production d'électricité et de vapeur. Des économiseurs et des condenseurs. Les économiseurs et condenseurs, on pourrait les classer dans la même catégorie que des échangeurs. En gros, ce sont des énormes échangeurs. Pour faire très simple, un condenseur, on va faire passer un air chaud à l'intérieur d'un condenseur dans lequel c'est une grande tour par exemple, et en haut de cette grande tour, on va injecter des petites gouttelettes d'eau pour venir refroidir les fumées qui seront extraites de cette grande tour. Et donc naturellement, ces gouttelettes d'eau, en retombant en bas de cette grande tour, vont se réchauffer et on peut faire de la récupération d'énergie de ce type-là. Les pompes à chaleur, on en a parlé. Le stockage passe à leur sensible et puis donc les machines à absorption. Et puis également, vous trouverez sur le site de l'ADEME, qui est très intéressant, c'est un petit schéma récapitulatif. Donc vous avez les rejets thermiques sur votre gauche que l'on va collecter dans un premier temps, donc via des échangeurs.
via les laveurs, les condenseurs, ce genre de choses, qu'on va stocker éventuellement au passage. Et puis nous allons en faire une utilisation qui va être soit directe, qu'on va venir donc injecter en interne directement dans nos procédés, ou bien en externe chez nos voisins ou dans des serres si besoin. Et s'il n'est pas possible d'utiliser en direct, eh ben on va avoir une utilisation qui va être indirecte, c'est-à-dire que on va l'utiliser via donc une pompe à chaleur ou via une recompression mécanique de vapeur pour remonter son niveau de température, en parallèle éventuellement créer du froid pour pouvoir donc l'utiliser sur d'autres utilités du site. Toute la partie thermoacoustique, donc on est capable de créer du froid à partir du chaud via des résonances acoustiques, et puis les cycles de Rankine également qu'on trouve dans ce schéma-là. L'audit énergétique, donc pour réussir à faire de la récupération d'énergie fatale, on est obligé de passer par cette étape-là. Donc ça concerne les sites industriels, donc où on va intervenir chez eux directement. Les experts vont se déplacer, on va collecter des données directement sur le site. On va faire un inventaire des consommations énergétiques qui vont passer certainement par une phase de mesure, non pas une phase d'analyse également des données d'un point de vue analytique, mais une phase de mesure sur site qui est extrêmement importante. Identification des rejets de chaleur et des besoins dans une entreprise, voire dans l'entreprise voisine s'il y a peu de besoins sur le propre site. Et puis derrière, on va définir le choix d'une technologie pour valoriser les déchets, les rejets. Et donc les mesures et les données qu'on va effectuer sur le site industriel, donc les flux de chaleur qui vont être mis en jeu, donc les puissances, les débits, les niveaux de température qui vont être disponibles, les humidités, très importantes. Si on va travailler dans des séchoirs, on va commencer à récupérer de l'énergie, on va condenser, on va créer beaucoup d'eau, donc il va falloir l'anticiper, le prévoir. Les régimes d'émission des rejets, est-ce qu'on est en continu, en manière intermittente, est-ce qu'on a beaucoup de variabilité, la nature des effluents, ce qui peut être corrosif, dangereux, ce genre de choses. Le lieu, la disponibilité, le positionnement de la source de chaleur en fonction de son accessibilité, la possibilité éventuellement d'installer des réseaux autour, les données géométriques des distances entre les rejets et les besoins. Ça sert à rien de vouloir récupérer de l'air chaud d'un compresseur si on veut alimenter un atelier qui est situé à 400 mètres, parce que vous allez mettre en place un système de gaine qu'il va falloir isoler, vous allez mettre en place un ventilateur qui va devoir être puissant pour pousser l'air chaud, et au final, ce que vous aurez gagné en récupération de chaleur du compresseur, c'est-à-dire d'air chaud, et vous l'aurez reconsommé avec le ventilateur pour pouvoir l'injecter dans le local voisin. Donc des études comme ça qui sont assez importantes à réaliser. Les données géographiques et également les données climatiques qui peuvent être très importantes. On va dans un premier temps optimiser les procédés. C'est la règle numéro 1. D'abord j'optimise, ensuite je récupère. On ne fait jamais l'inverse, on le voit, c'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord optimiser avant de récupérer. On va faire un inventaire donc des méthodes de valorisation de la chaleur rejetée et puis une étude de faisabilité technico-économique de la récupération énergétique du procédé. Donc par exemple, on va mettre en place un petit tableur où on va dire simplement pour telle utilité, tel atelier, on va avoir tant de niveau de température à tant de débit avec, ce tableau n'est pas rempli, c'est pas grave, donc ce qui pourrait nous amener potentiellement à un tel niveau de puissance. Et puis on va regarder également son niveau de ses horaires de production, s'il y a des problématiques, des éventuelles observations, et puis on va mettre en regard les rejets et les besoins, et on va trouver la solution qui permet donc de coupler les deux. Et puis donc en fonction du niveau de complexité, il y a deux méthodes qu'on va mettre en place. Soit une méthode classique, on va dire, qui est assez simpliste, c'est qu'on a un rejet, on a un besoin, on va prendre simplement le procédé qui va bien pour réussir donc l'opération de récupération et de valorisation d'énergie fatale. Et lorsqu'il y a plusieurs procédés dans l'usine, et c'est souvent le cas avec plusieurs besoins, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode pinch. En fait, tout simplement, on va mettre sur une sorte de diagramme les niveaux de température de la courbe rouge, c'est-à-dire toute la partie rejet de chaleur fatale, c'est de la chaleur avec des niveaux de puissance associés, et puis la courbe froide sont les besoins en chaleur de l'usine. Et donc, en fait, on va mettre en corrélation les différents procédés les uns en face des autres, et puis trouver un système de mise en place d'échangeurs et de dispatchage de réseau pour pouvoir optimiser au mieux la valorisation de chaleur fatale qu'on aura pu mettre en place. En conclusion, toujours optimiser un système avant d'envisager la récupération de chaleur. Parce que valoriser la chaleur perdue a un coût, vous allez mettre en place des pompes à chaleur ou autres, mais celle qui n'est pas utilisée est entièrement gratuite.
même si vous l'avez payé initialement par votre système de production de chaleur. Et une fois que tout est optimisé, la mise en place d'une récupération de chaleur doit se faire après une étude technique et économique. Un petit exemple de récupération de chaleur qu'on a mis en place par le passé, c'était une entreprise dans le secteur de l'industrie du plastique qui faisait de l'encollage. Pour faire simple, c'est un film plastique qui vient passer à travers différents rouleaux pour faire éventuellement de la sérigraphie ou autre. On va déposer de la colle, on va faire une induction et ensuite on va passer dans un séchoir. Et ce séchoir, c'était fonctionné en fait avec un système d'échangeur vapeur-air pour produire la chaleur. Donc en fait, c'est un air convectif qui venait au contact de la colle et donc il y a un échange thermique qui s'effectue entre les deux et venait sécher le produit. On voit une installation du procédé. Vous voyez donc le four de l'industriel qui est ici et puis donc au niveau des extracteurs d'air qui sont situés ici, les extracteurs d'air du four. Donc le produit passe à l'intérieur, on ne voit pas l'admission d'air qui se fait par-dessous, et ensuite l'air est aspiré et est éjecté au niveau de la toiture. Et donc un audit énergétique a été réalisé sur cette installation. Nous avons passé différents produits. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer les pertes par les parois, on va mesurer les extractions sur chacune des cheminées, c'est-à-dire les débits, les températures, les humidités. On va également mesurer les températures au niveau du film, au niveau des parois, au niveau des sas d'entrée et sortie. On va faire une cartographie avec des anémomètres et puis des descentes de température. L'idée, c'est d'avoir une cartographie précise de la totalité des déperditions énergétiques ou de la répartition de l'énergie au niveau du procédé. Et donc, on va créer ce qu'on appelle une sorte de camembert qui nous permet de savoir où part l'énergie dans le procédé. On s'aperçoit en l'occurrence que dans le cas de ce procédé, le séchage de la colle et l'échauffement, parce qu'on peut les mettre ensemble, ainsi que l'échauffement du film parce qu'on participe au procédé de collage, on est sur une base d'une quarantaine de pourcents de l'énergie qui part réellement sur le produit. 3% de perte au niveau des parois, on ne pourra pas faire mieux, on veut bien isoler au maximum, mais à un moment, il n'y a pas ou peu d'intérêt. Et puis une petite perte au niveau des sas d'entrée du produit, du tunnel et de sortie. Et donc on s'aperçoit qu'on a beaucoup de pertes au niveau des cheminées. Donc c'était une énergie, en fait, pour faire très simple, on a produit de la vapeur a chauffé de l'air, cet air est rentré dans le séchoir, cet air n'a pas vu du tout la colle et est directement parti en cheminée et en toiture. En gros, on a perdu 50% de l'énergie. Donc l'idée, c'est de récupérer cette chaleur. Et donc on a envisagé la mise en place de systèmes de récupérateurs de chaleur à courant croisé, où en fait on venait préchauffer de l'air neuf via la récupération de chaleur issue des extractions. Et donc l'industriel a réalisé ce montage. L'investissement a été de l'ordre de 24 000 euros. Les gains énergétiques sur le séchoir, lorsque nous sommes retournés pour faire la campagne des mesures, étaient de 30%. On a eu une immobilisation de séchoir de 2 journées. C'est assez court, parfois ça peut être plus long, mais en l'occurrence 2 journées d'immobilisation qui a été pris en compte par l'industriel. Et donc on a eu un temps de retour sur l'investissement qui était à peu près de 18 mois, et donc ce qui rentrait largement dans les plans de l'industriel. Pour ce faire, on a la chance en France, on a quelques organismes, quelques aides qui sont à vos dispositions pour justement réaliser toutes ces études. Alors tout d'abord pour faire tout ce qui est études ou analyse préliminaire, sachez que les centres techniques comme le CETIAT sont capables de les faire et que vous pouvez bénéficier d'ailleurs à ce titre du crédit impôt recherche, et de mémoire il doit être doublé lorsque vous passez par les centres techniques industriels. Donc on a cette première étape donc d'audit énergétique, et puis ensuite vous avez le fonds chaleur ADEME qui vous permet de financer vos études, et puis on a mis en place, l'État français a mis en place ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Ce sont en fait des actions, en l'occurrence je vous en ai présenté quelques-uns ici, un système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante. Si vous mettez en place chez vous, sur votre industriel, ce type de certificat, donc si vous mettez en place une récupération de chaleur sur votre tour aéro-réfrigérante, et ben vous aurez des aides
et des réductions. Alors, je sais pas si c'est des impôts, c'est des aides directement par rapport à vos investissements. Voilà, donc pour conclure, donc la récupération de chaleur fatale, ce sont des énormes enjeux énergétiques, économiques et environnementaux sur la totalité des sites industriels en France. Les solutions existent, il y en a beaucoup, et il y a aussi beaucoup d'aides. Vous ne savez tout pas forcément, mais il y en a. Et donc on vous invite à vous pencher vraiment sur cette problématique et donc de commencer tout d'abord par réaliser des audits énergétiques spécialisés pour pouvoir déterminer quels sont vos niveaux de chaleur fatale disponibles et qu'est-ce qu'on pourrait en faire sur vos sites industriels. Je vous donne également quelques informations. Donc Jérôme et Clémentine, mais qui sont avec moi, mais vous trouverez leur adresse mail si vous avez besoin de les contacter. Également au CETIAT, M. Jean-François Lucas, qui est le responsable du marché process au CETIAT et qui est notre commercial responsable. Je vous invite à contacter si vous avez besoin d'informations ou autres. Et puis également le site internet sur la récupération de chaleur fatale, http://www.récupération-chaleur.fr ou directement sur le site de l'ADEME. Par la même occasion, vous trouverez donc toutes les fiches CEE qui vous permettront de mettre en place vos procédés de récupération de chaleur fatale. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que je vous ai pas tous perdus après le repas. Mais écoutez, je suis là pour répondre à vos éventuelles questions. Alors si elles sont trop techniques, on pourrait peut-être y répondre de manière peut-être plus privée, mais voilà, en tout cas, si jamais il y a des grandes questions générales, je suis là pour y répondre. En tout cas, merci à Olivier pour cette belle présentation, assez synthétique mais très intéressante. Voilà, donc on est à votre disposition pour répondre à vos questions via donc le chat. Donc n'hésitez pas à les poser. On essaie de vous d'y répondre. Alors, il y a une petite remarque. Est-ce que oui, vous m'entendez, je pense maintenant. Une petite Oui. remarque concernant les aides de l'ADEME. Il y a des études de faisabilité qui peuvent être aidées aussi. Je ne sais pas si Jérôme, tu veux développer un petit peu ou pas. Donc les aides de l'ADEME, effectivement, Sur il y les en a études. sur les études spécifiquement. Études de faisabilité, plus sur tout ce qui concerne les diagnostics énergie comme il y en avait pu y avoir à l'époque, mais tout ce qui est énergie fatale, bien évidemment, font partie des objectifs de l'ADEME et peuvent accompagner donc les entreprises à hauteur de 30 à 50%, je crois, Ouais. selon la taille, en plus avec certains compléments si l'entreprise se trouve sur ce qu'on appelle les territoires à énergie positive. Il va y avoir une bonification, je crois, de 10%. Non, il me semble que la bonification, elle existait jusqu'en 2018, mais plus maintenant. Mais ça peut quand même aller jusqu'à 50% du coup pour les petites entreprises. Alors, nous avons d'autres questions. Question de Mathieu Hébert. Quel type d'équipement existe pour transformer la chaleur en froid? PAC inversé? Question. Est-ce que c'est assez clair? C'est la PAC absorption, en fait, c'est le cycle thermodynamique. C'est le même cycle qu'une pompe à chaleur. Vous avez un flux de frigo avec un évaporateur et un condenseur. Le flux de frigo qui va passer dans un réseau qui va être compressé et puis ensuite donc d'un côté qui va libérer sa chaleur lorsqu'il va être condensé ou qui va reprendre de la chaleur lorsqu'il va être évaporé ou inversement. Donc c'est ces systèmes qui vous permettent, vous avez une source chaude, vous pouvez créer du froid de l'autre côté, au même titre qu'à partir d'une source froide, vous pouvez la remonter et créer une source chaude. Ok, merci. Je pense que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas. Autre question. Est-ce que ce serait possible de revenir sur la question, la prise en charge du crédit impôt recherche? Oui. Alors, je crois justement, en plus, qu'on fait passer un petit
un petit document, j'ai dit une petite bêtise. Le crédit d'impôt recherche est doublé que pour les activités de R&D de l'entreprise et non pas sur les études de faisabilité en récupération d'énergie. C'est D'accord. une petite précision. D'accord, donc uniquement pour ce qui est vraiment recherche, quoi. Recherche et développement. Voilà, tout à fait. Ok, C'est une erreur de ma part. très bien. Concernant encore les aides, alors ça doit être concernant les aides de faisabilité subventionnées par l'ADEME. Donc les subventions, c'est 30 à 50% selon la taille de l'entreprise. Et on me demande s'il y a un plafond. Je ne sais plus. Là, On pourra saurais regarder, mais on pourra regarder. On me dit a priori ce serait 50 000 euros le plafond. C'est ça, j'en pense ça, oui, on me confirme. 50 000 euros le plafond de l'assiette des dépenses qui est pris en charge par l'ADEME. pour les études, ça me paraît beaucoup. On pourra, à la limite, ça, on pourra creuser et en même temps qu'on vous enverra les supports, parce que tous les participants, vous recevrez par mail les supports de présentation, on pourra peut-être préciser, mettre une petite phrase. Et l'aspect financement fera l'objet aussi d'un Oui, webinaire un spécifique. prochain webinaire, exactement. Donc c'est un des prochains webinaires, justement. J'en parlerai à la fin, en conclusion, justement. Alors, encore des questions. Hop. Alors, une question technique cette fois. Quel est l'ordre de grandeur maximale des cycles de stockage avec les solutions existantes sur le marché? Est-ce que ça permet de stocker pendant quelques heures ou est-ce que ça peut être plus long? On sait faire sur plusieurs jours. On est Sur capable plusieurs de jours? stocker quelques heures sur plusieurs jours également. Et puis alors au niveau des puissances, tout va dépendre de la taille de l'installation, mais on peut aller sur plusieurs mégawatts, c'est gérable. Ok. Encore une question. Est-ce que le CETIAT assure des formations sur le sujet pour des techniciens de BET, de bureau d'études? Alors, on est capable de faire de la formation. On fait beaucoup de formations au STEP4 sur la récupération d'énergie. D'ailleurs, on fait de la formation sur cela. Des formations qui peuvent durer 2 jours ou 3 jours et qui peuvent être faites également sur mesure. Donc voilà, je crois de mémoire qu'il y en a une qui doit être assurée le 19 et le 20 novembre de cette année. Et donc voilà, c'est une formation qui est dispensée par les experts du CETIAT. Très bien. Je pense que ça répond à la question. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sans réponse, me semble-t-il. Est-ce que... Alors, non, c'est bon, pardon. Tout était clair. Écoutez, merci. De toute façon, bien évidemment, on est à votre disposition pour répondre à vos questions futures. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées mail. On est à votre disposition pour répondre même par téléphone, à venir chez vous, dans vos entreprises, pour vous accompagner. Se reconnecte. Voilà, on voulait juste aussi vous indiquer que les webinaires comme on a fait aujourd'hui, on en a déjà fait sur différents thèmes et il y en a encore à venir. Donc, ils sont affichés à l'écran. Sachant que ceux qui sont déjà passés, vous pouvez toujours les revoir en replay. Et les prochains, il y en a un demain sur la mobilité des salariés, organisé par la CCI Nord-Isère. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Et il y en a un sur le thème de l'énergie, justement sur les aides financières, lundi 17 juin. Donc là aussi, n'hésitez pas, on va redétailler plus précisément toutes les aides possibles en ce qui concerne l'énergie, notamment avec l'ADEME et les C2E. Et puis, il y en aura encore en septembre sur plutôt l'organisation, le suivi de la conso, le comptage, etc. Voilà. Et on vous a aussi remis nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps? Pas d'autres questions pour l'instant.
Voilà, n'oubliez pas de répondre aux quelques petites questions quand vous vous déconnectez. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie d'y avoir assisté. Merci au CETIAT d'être intervenu pour ce webinaire. Merci à vous. Merci Voilà, à tous de n'hésitez nous pas avoir écoutés. à nous contacter ou à contacter le CETIAT directement pour des audits. Merci, au revoir. Merci, au revoir.